Ce que je salue surtout aujourd'hui, c'est la présence de ces jeunes, cette jeunesse panafricaine, où il y a non seulement les jeunes de la sous-région, allant du Sénégal, en passant par le Mali, la Côte d'Ivoire, etc., jusqu'au Nigeria, le Niger, mais également je salue le Cameroun et le Gabon, où j'ai retrouvé une petite fille gabonaise parce que j'ai eu le privilège d'être parmi les premiers coopérants sénégalais à enseigner au Gabon au niveau de 3 régions qu'elle ne connaît pas. Donc ça a été avec beaucoup d'émotion que j'ai retrouvé ces jeunes élèves du Gabon ici. On m'a demandé d'intervenir sur le rôle des jeunes dans la prévention et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je pense qu'une partie de cette communication a été déjà prise en charge par les précédents intervenants. Je salue vos brillantes prestations avec M. Bakary Samb également, parce que nous-mêmes nous avons appris des choses, nous ne sommes pas spécialistes dans le domaine. Donc parler après vous vraiment devient un challenge et un défi qu'il faut relever. Donc pour parler de ça, nous avons... Excusez-moi, je ne suis pas très futile. C'est ça, vraiment? Sur les côtés? Voilà. Donc, dans ce slide, nous parlons du sommaire. Nous allons essayer un peu de contextualiser et de justifier cette intervention, de décrire le phénomène, de parler des cibles, des catégories d'acteurs et leur rôle, faire le lien entre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, parler de la mission ou des missions du GIABA, mais également parler de notre réseau de RESPECO et quelles sont les actions de riposte qui ont été posées par le Sénégal, faire dégager quelques perspectives et formuler des recommandations avant de conclure. Monsieur le directeur général, je le disais à l'entame de mon propos, qu'en Afrique de l'Ouest, c'est mon chargé de programme. Donc, je le disais à l'entame de mon propos, en Afrique de l'Ouest, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme demeurent une préoccupation de nos jours au plus haut niveau, aussi bien pour les États que pour les partenaires et que pour tout citoyen. C'est ainsi que GIABA a organisé un atelier régional qui s'est tenu récemment du 17 au 19 décembre à Saly, Portugal, au Sénégal, sur le thème « Dimension genre et implication des groupes vulnérables dans les crimes économiques et financiers en Afrique de l'Ouest ». Donc, autour de cet atelier, j'ai juste extrait pour contextualiser la situation des éléments du directeur général, élément qui a vraiment campé toute la situation que nous évoquons aujourd'hui. J'en profite pour féliciter la GIABA qui a impliqué la dimension genre, qui implique aussi bien les femmes et les jeunes dans son programme. Donc, pour rappel, il y a également une rencontre qui s'est tenue à Accra en 2017 sur les mêmes thématiques, sur le blanchiment des capitaux et la promotion du genre et l'autonomisation des femmes. Monsieur Samb, vous l'avez dit, cette autonomisation est importante aussi bien pour les femmes que les jeunes. Donc, le juge Abba disait dans son intervention que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des phénomènes qui existent dans toute la région ouest africaine et au-delà. Il ajoute que, dans le cadre du transfert illicite du flux financier, les chiffres sont nombreux, mais également les mécanismes qui sont mis en place, ces mécanismes de lutte, sont adaptés au mode d'intervention des délinquants financiers. Toujours, je continue les propos de monsieur le directeur général, toujours selon lui, le GIABA compte faire de telle sorte que tous les maillons de la chaîne, vous l'avez dit, c'est une chaîne, hein, le terrorisme c'est une chaîne, c'est pour ça qu'il dit que la GIABA compte faire de telle sorte que tous les maillons de cette chaîne
soit fortifiée pour donner plus de conformité à la chaîne de solidarité régionale. La sous-région fait de plus en plus face à une situation de terrorisme et il poursuit son propos pour dire qu'il s'agit de prendre des mesures qui contribuent à couper les canaux de financement du terrorisme pour que ces activités puissent prendre fin. Il souligne par ailleurs que la stratégie militaire est bonne, on l'a dit, mais cette stratégie certes a des avantages mais présente beaucoup d'inconvénients. Et qu'à cette stratégie militaire, il faudra également y ajouter ou bien compléter cette stratégie par des mesures de conformité qui consistent à mettre en place un dispositif réglementaire législatif robuste, mais également à éduquer les jeunes à travers des modules. Nous aurons l'occasion d'en parler, d'ailleurs, M. Samba en a largement parlé tout à l'heure. Au niveau des institutions telles que l'UEMOA, la Banque mondiale, ces mesures législatives sont en place et dans les pays membres de l'UEMOA et même des pays non membres. Mais le dispositif existe. Mais ce qui reste à faire, c'est la mise en œuvre effective pour produire des résultats attendus. Je salue donc aussi, vous félicite pour le premier cycle d'évaluation qui a été fait par GIABA. Et ici, on parle du second cycle d'évaluation mis en place qui sera essentiellement basé sur les résultats et l'efficacité. Toujours, selon monsieur le directeur, cette lutte contre le BCFT requiert de tous les acteurs, particulièrement des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées, une compréhension parfaite du cadre juridique en vigueur et les risques inhérents au blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Merci, monsieur le directeur, de cette belle intervention. Donc, dans sa stratégie de lutte contre le BCFT, le GIABA a eu à rassembler dans plusieurs ateliers des acteurs clés des États membres de la CEDEAO pour un renforcement de capacités, un partage de connaissances, d'expériences des meilleures pratiques sur l'intégration de la dimension genre et sur l'intégration des groupes vulnérables comme vous, les jeunes qui sont là avec nous et nous les femmes, contre les crimes financiers, notamment le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les crimes connexes dans l'espace CEDEAO. Cette stratégie consensuelle va permettre une meilleure prise en charge de lutte contre le BCFT, car elle met en contribution les jeunes et les femmes dans la définition des politiques et dans la mise en œuvre des mécanismes de lutte. Toujours en parlant du contexte et de la justification, il faut noter que cette intervention également doit sérieusement prendre en charge des cibles jeunes, telles que les filles et les femmes qui sont aussi victimes qu'actrices. Vous savez, quand il y a conflit, on le décrit, il suffit de regarder la télévision, de lire les journaux. Quand il y a conflit quelque part, quand il y a perturbation quelque part, ce sont toujours les femmes et les jeunes qui payent souvent le plus lourd prix. Donc, à travers des violences, à travers des viols, à travers d'autres troubles, donc pour ces cibles-là. En Afrique de l'Ouest, sur une population d'environ 350 millions d'habitants, on constate que les femmes représentent plus de 52% et que vous, les jeunes, vous faites également 66% de ces populations ouest-africaines. C'est une donc proportion importante de ces jeunes qui est souvent non scolarisés et souvent sans emploi, on l'a dit dans les précédentes communications. Leur vulnérabilité, comme l'a souligné M. Samb et d'autres personnes, est de plus en plus croissante, de même que leur implication dans l'usage, le trafic de la drogue et le blanchiment des capitaux. Quels sont les phénomènes? Donc, nous allons décrire les phénomènes. Ici au Sénégal, nous avons pris comme repère la crise casamançaise de 1983 qui a abouti à un conflit armé entre le MFDC et l'État du Sénégal avec ses
son cortège de conséquences. Certes, nous avons des périodes d'accalmie en ce moment, mais il y a des soubresauts de temps en temps et il faut faire avec. Et c'est un champ vraiment où on trouve tout, l'usage de la drogue, l'utilisation des ressources naturelles, l'exploitation des femmes et des jeunes, etc. On note également dans ce phénomène l'existence d'un marché local de vente d'armes de faible importance, certes, mais qui existe. Et ces marchés, on l'a noté dans certains fiefs religieux, tels que Touba, tels que Médina Gounass, à Dara Djolof, avec les éleveurs, et autres marchés hebdomadaires dénommés Louma, dont le plus célèbre est le marché de Diaobé, parce que c'est un marché frontalier qui regroupe souvent plus de 4 ou 5 pays. Il y a le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, des personnes qui se retrouvent chaque semaine. Donc vraiment, c'est un marché qui est environnement. Il y a aussi la fabrication et l'utilisation de faux billets de banque en devises ou en CFA. Le phénomène se traduit aussi par le trafic illicite en tout genre concernant l'agro, les médicaments. Vous avez encore en mémoire ce conteneur qui a été saisi dans une zone religieuse. Certes, on a pris quelques auteurs, mais les vrais responsables sont jusqu'à présent à divagation et on ne sait pas qui avait commandé ce conteneur qui faisait, je pense, plus d'1 million ou des milliards de francs CFA. Nous avons l'argent sale et nous avons d'autres produits prohibés. Les femmes et les jeunes sont de plus en plus impliqués dans la vente d'armes et l'usage de ce trafic illicite. La cybercriminalité est un phénomène, on en a parlé, qui se traduit par une arnaque en ligne chaque jour avec des systèmes de transfert d'argent, de récupération de code d'envoi, de changement de nom de bénéficiaire. On l'a dit tout à l'heure. Même on nous appelle ici au Sénégal, allô, c'est tel numéro, est-ce que vous avez payé votre téléphone par Orange Money, etc. C'est en fait des arnaqueurs qui nous appellent chaque jour. Il y a également l'utilisation du corps humain comme phénomène, comme mode de transport de la drogue, avec des capsules que l'on fait ingurgiter aux jeunes, surtout aux femmes, jusque dans les parties dans les ventres, dans les parties les plus intimes. Il y a 2 semaines, je suivais un documentaire à la télévision. J'ai vu une jeune femme d'à peine 30 ans qui avait avalé 35 capsules de cocaïne. On l'a passé par conteneur pour voir et on a été obligé de lui donner un laxatif pour qu'elle puisse éjecter ces produits, parce que si ces produits explosent dans ce corps, donc dans ce corps de la drogue, vous connaissez, c'était la mortalité de cette femme. C'était dans un pays d'autre. Ça fait même pas longtemps. C'est une Africaine de bon teint. Donc le phénomène se décrit également par l'usage de prête-noms dans le secteur relatif à l'immobilier, les sociétés écrans, les ONG subtech et les associations, la délinquance économique financière dans le secteur public, public, privé. Le tableau est complété par d'autres faits comme la corruption. Je pense qu'il faudra lire le rapport de suivi du GIABA de 2014 avec des chiffres à l'appui. Je n'en reviendrai pas, on en a parlé. Nous avons noté des formes récentes de ce phénomène. Concernant la traite des personnes à travers la mendicité, le travail des enfants, et ça vraiment c'est un problème qui me tient à cœur. Dès que vous ouvrez votre porte le matin, vous vous heurtez à une horde d'enfants mal habillés, malades, avec des dermatoses partout, ces enfants que l'on exploite d'un pays à un autre, qui viennent de la Guinée-Bissau, du Mali, d'un peu partout de la sous-région. Et cette situation est alarmante. Et je pense que vous, en tant que jeunes, vous avez un rôle de sensibilisation, un rôle d'information également par rapport à ce problème. Le convoi de travailleurs domestiques également fait partie de ces nouvelles formes, de ces formes récentes qu'on envoie à l'étranger, surtout dans les pays arabes qui sont exploités, violentés, malmenés, violés. La cybercriminalité également, de même. On dit que Dakar est l'une des capitales les plus connectées de la sous-région. Il y a la piraterie, vous en avez parlé, piraterie dimanche, de livres. Moi, quand j'ai vu des livres
pédagogiques qu'on utilise dans les écoles, en vente dans les marchés de Dakar, photocopiés en couleur et tout, quelquefois c'est même mal photocopié, que dans les marchés de livres là, et que nos enfants utilisent. Ça aussi, il y a de quoi s'alarmer. Les DVD, les VOD, etc. Et l'installation même de réseaux câblés. On reste chez soi, on vous contacte et pour vous dire, est-ce que vous voulez canal, c'est ça, canal? Voilà, exactement, vous en savez quelque chose, ça. Quelles sont les cibles? Les cibles sont particulièrement les enfants, surtout les talibés et les enfants en situation de rue et les enfants déscolarisés. Il y a également les candidats à l'immigration. Parlons-en, cette immigration clandestine ou illicite, où chaque jour, chaque année, des milliers et des milliers de jeunes sont avalés par les flots de l'océan, sont avalés par les vagues, le sable du désert. Et souvent, c'est vrai qu'ils vont penser avoir un avenir meilleur au-delà de cette mer, au-delà de ce désert. Mais la plupart du temps, aussi les parents sont complices, surtout les femmes. Il y a un de vos collègues qui a publié une étude, je pense que c'est Ousmane Khan de l'université, Harvard University. Voilà, qui a fait une étude récemment, c'était juste il y a quelques jours, je l'ai entendu à RFI, qui disait que dans cette étude a montré que les Sénégalais qui étaient aux États-Unis étaient là, non pas à cause de la pauvreté, comme on a l'habitude de dire, mais ils sont venus chercher une vie meilleure, souvent par concurrence et rivalité. Souvent par concurrence et rivalité, parce que je suis à côté de quelqu'un, je suis mère, ce monsieur, une dame, un fils a conçu une belle maison, a envoyé ses parents à la mer, envoie de l'argent, et on lui dit, toi, tu n'as pas de vergogne, tu n'as pas vu l'enfant de tel, il est parti et il a conçu une belle maison à sa mère, il a envoyé ses parents à la mer, qu'est-ce que tu fais? Et elle est prête, cette femme, à vendre ses biens pour envoyer son enfant se faire avaler par la mer. Nous avons également un travail de sensibilisation à faire, nous les femmes et vous les jeunes dans ce domaine. Les enfants, les femmes et les jeunes subissent toute forme de violence dans ces trafics, surtout ceux du secteur informel. Souvent analphabètes, on l'a dit, pas assez instruits, on a dit, et c'est les cibles, les laveurs de voitures, les jeunes filles domestiques, les vendeurs à la sauvette, les pêcheurs, les apprentis tailleurs, les mécaniciens, les maçons. Toute cette catégorie, souvent, sont la plupart du temps victimes de ces trafics. Il y a également les travailleurs du sexe, il ne faut pas avoir honte de le dire. Et dans ces travailleurs, je dis bien travailleurs du sexe, parce qu'on y note les femmes comme les jeunes garçons maintenant ici au Sénégal. Quelles sont les catégories d'acteurs et quel rôle jouent-ils? Nous avons les acteurs institutionnels, on en a parlé déjà. Les États membres de la CEDEAO, comme JIABA, nous avons le CCDG, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, nous avons l'UEMOA, nous avons l'Union africaine, nous avons l'ONUDC, nous avons l'Office, l'OIA pour la migration, mais nous avons aussi des acteurs de la société civile au niveau régional, tels que le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, qui intervient dans la prévention, la vulgarisation, la protection, la participation politique, le processus de gestion et de maintien de paix. Nous avons des associations de femmes en Afrique de l'Ouest, de femmes et de jeunes, concernant la sensibilisation et le renforcement de capacités, surtout en zone frontalière. Nous avons là une grande association aussi, Femmes Africa Solidarité, qui s'investit dans le phénomène. Le réseau ouest africain des jeunes femmes leaders, le ROAGEF, et son équivalent, le Conseil national de la jeunesse. Nous avons le groupe de travail Femmes, Paix et Sécurité, avec sa section jeune, l'association des femmes juristes. Nous avons donc toute cette panoplie d'acteurs au niveau régional, mais aussi au niveau national. On peut citer AMLD, on peut citer le Conseil national de la jeunesse, parce qu'ils sont aussi au niveau régional national. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance, le comité de lutte contre les violences,
la coalition en faveur de l'enfance CONAF et d'autres organisations, et le geste de l'Université Gaston Berger, qui intervient dans les violences basées sur le genre, surtout dans la production de l'homme. Quel est le lien entre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique? Le terrorisme est favorisé par la situation de pauvreté, on l'a dit, des États. Le fort taux d'analphabétisme qui est de plus de 75% de la population sous-régionale. L'influence du gain facile, aller gagner de l'argent rapidement, facilement. La démission des parents, la perte des valeurs. Nous notons ici au Sénégal une démission des parents et une grande perte des valeurs. On ne croit plus en rien qu'à l'argent, gagner l'argent le plus rapidement possible et le plus facilement. Et ça se traduit jusque dans le domaine politique. Vous avez vu ce qui se passe avec la campagne électorale, avec les partis politiques, les jeunes communs, etc., etc. Mais également le chômage des jeunes et les politiques d'emploi et de formation qui ne sont pas souvent adaptées, mais qui n'offrent pas beaucoup de capacités aux jeunes. Concernant cette perte de valeur, il faut le dire, je pense que nous avons été victimes des programmes d'ajustement structurel. Et c'est depuis ce phénomène que les familles se sont disloquées. Parce que les femmes ont été poussées vers l'extérieur des maisons pour aller gagner de l'argent. Les papas avaient perdu leur travail, personne ne travaille dans la famille. Le secteur informel s'est constitué. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes du matin au soir. Ils s'éduquent eux-mêmes ou bien éduqués par d'autres personnes, souvent des personnes de soutien telles que les domestiques de maison. Et là, on ne transmet plus les valeurs d'éducation, les valeurs d'instruction, les valeurs de partage, de tolérance, de paix, comme on dit ici, nos valeurs de diom, de kersa. Et ça, c'est déplorable. Il y a également la facilité de mobilité des personnes et des armes légères et de petits calibres. On nous dit même qu'il y a de petites unités de fabrication d'armes artisanales. Et ce commerce constitue un lointain héritage colonial. Il est facilité par la porosité des frontières naturelles et une mauvaise gestion des frontières. Les armes de tout calibre transitent souvent d'un pays à un autre sans problème. On a également vu dans le Sahel qu'il y a la chute du régime de Kadhafi qui a favorisé aussi donc, cette circulation.